Il n'y a pratiquement pas une exploitation agricole, tout mode de production confondu, qui est semblable à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une diversité énorme entre les systèmes de production. Donc déjà sur ce préalable-là, effectivement, il est très très difficile de répondre à cette question. On a par ailleurs en France un contexte un petit peu particulier, c'est que vous savez que les signes de qualité de façon globale sont très développés en France, historiquement AOC, label. Aujourd'hui on comptabilise plus de 25% des agriculteurs français, tout confondus, qui ont sur une partie de leur exploitation un engagement sous signe de qualité, et a priori en région Rhône-Alpes c'est 37%. Donc, ce qui est déjà pas loin de 50% des gens qui sont déjà engagés dans des démarches de qualité. Donc c'est vrai que cette diversité, elle est très 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 forte, et je crois qu'il faut aussi la revendiquer, alors qu'on parle beaucoup de biodiversité. Après, il faut la faire vivre avec des modèles qui sont extrêmement différents, et pour les faire évoluer aussi, c'est aussi extrêmement délicat, puisqu'on ne peut pas dire, voilà, il y a une moyenne, ça a été dit aussi par un certain nombre d'intervenants. En fait, je me demande si la table ronde elle sert à quelque chose, parce qu'il y a eu tellement de choses de dites au cours de la journée. C'est plutôt de grandes choses déjà. Tu vas essayer d'améliorer un peu, Dominique. Et c'est vrai, on a cette complexité avec des collègues allemands, on en discutait autrefois. Pourquoi la France a peut-être tardé un peu son développement. En Allemagne, il y avait le conventionnel ou le bio. Le consommateur ne se posait pas de questions. Il faisait, et en France, on voit bien que le consommateur il se pose des questions, parce qu'il y a des gens qui sont très attachés à des labels, à d'autres signes de qualité, et c'est vraiment aussi notre richesse qui fait aussi qu'on a cette difficulté, par exemple sur le dossier bio, à être tous d'accord sur la vision qu'on a. Mais la diversité des systèmes, ça c'est vraiment un truc qu'il faut revendiquer, parce que c'est aussi une de nos forces. Alors il faut le revendiquer. Dominique Marion, donc j'ai une question à ce propos. Est-ce que l'aspect culturel de la France entre en jeu? Est-ce qu'un modèle comme le modèle andalou, par exemple, pourrait arriver un jour en France? Bonjour. Le modèle andalou, c'est celui Almeria, les serres, etc. On va manquer de soleil déjà, je pense, sauf peut-être en Lyon ou en Provence. Mais je ne sais pas, enfin, vous êtes dans certains secteurs de la Drôme, et puis peut-être qu'on aura un souci parce que ce modèle andalou, il est basé sur une main-d'œuvre exploitée. C'est-à-dire qu'il faut toujours accepter que, on a parlé ce matin dans la question des prix, de la rémunération de chaque acteur de la filière. Alors on a parlé des exploitants agricoles, des paysans, mais on a aussi parlé des salariés. Et la question de la rémunération du travail en agriculture, c'est une rémunération importante. Donc non, je pense que ce modèle andalou, qui est un modèle qui a su, je parle d'agriculture biologique, qui a su viser une spéculation spécifique sur un marché spécifique, je pense qu'il aura sa fin, à la fois dans l'amélioration normalement des revenus des travailleurs, et puis surtout dans le choix des citoyens. Je cite toujours cet exemple qui en fait hurler certains, mais je le citerai encore une fois, quand on boit un jus d'orange l'été quand il fait frais, et que à la fin on a un goût de la sueur des travailleurs marocains ou roumains, ça pose un problème, c'est un problème de citoyen. Je pense que sur cette question-là, tout le travail de choix de ce qu'on achète doit nous faire en sorte qu'on fera évoluer le modèle, parce que les citoyens, dans leur acte d'achat, choisiront ce qu'ils veulent comme produit agricole. Donc pour nous, il n'y a pas d'avenir pour ce modèle-là. Jacques Caplas, c'est également votre regard. Vous me disiez que le conventionnel sans chimie, quand on passe en bio, ça ne suffisait pas. Oui, effectivement, mais ça ne suffit pas, mais c'est une étape. C'est-à-dire que je pense qu'il faut articuler deux aspects. Dans ce qui a été dit tout à l'heure, notamment par Rémi Fabre ou Yves François, je le retrouve tout à fait, à condition d'ajouter une précision, c'est qu'il faut avoir un horizon. C'est-à-dire que pour faire du développement, pour faire évoluer l'agriculture, il faut savoir vers où l'on va. Et on a besoin d'objectifs et d'archétypes. Dans les années 60, personne ne disait la révolution agricole va concerner 10 ou 50% des paysans. Je reviens sur la question ce matin sur est-ce que 50% c'est raisonnable, etc. Enfin, c'est dans un atelier que ça avait été posé. Dans les années 60, on ne se posait pas la question. Bien sûr, si on veut changer l'agriculture, on change l'agriculture. Point. Donc, je pense qu'il faut d'abord bien être d'accord sur le fait que l'agriculture biologique est un horizon sur le plan technique et sur le plan social. Et donc, on a beaucoup parlé d'agronomie depuis tout à l'heure. J'aime bien, parce que moi je parle toujours de l'agronomie. Je viens de là. Mais n'oublions pas le social, qui est aussi consubstantiel dans la bio. Et puis, une fois qu'on est d'accord sur le fait que c'est un horizon, après,
Après, on parle de la réalité. Et effectivement, la réalité, c'est que les paysans aujourd'hui qui étaient proches de la bio sont en bio, et ceux qui arrivent maintenant et qui vont arriver demain sont de plus en plus éloignés. Donc, qu'il y ait des étapes, qu'il y ait des transitions, qu'il y ait donc même le cahier des charges européen, que personnellement je trouve pas très bon par rapport aux standards IFOAM, par rapport à ce qui est promu dans une grande partie des pays du monde, l'Europe n'est pas exemplaire sur son cahier des charges. N'empêche qu'il a le mérite de servir d'étape. Donc si on a l'articulation entre des étapes, y compris des systèmes de production qui sont intermédiaires, et puis la volonté d'aller plus loin chaque fois qu'on peut, alors là, oui, bien sûr, ça marchera bien. Didier Péréol, vous avez recours à différents types de produits bio, différents types de production bio pour les produits que vous réalisez. En fait, il y a une question également, quand on est transformateur, du prix de revient, qu'il faut avoir également à l'esprit. Oui, avant de parler de prix, je voudrais dire que 80% des produits alimentaires que l'on consomme sont transformés. Donc on a parlé toute la journée beaucoup de l'agriculture, on a parlé d'agronomie. Je crois qu'il est important aussi de parler des entreprises de transformation, parce que l'agroalimentaire est un penchant anti de notre économie, donc avec différentes organisations. Il y a Bioconvergence Rhône-Alpes, il y a Synabio au niveau national, qui sont des entreprises qui se fédèrent au niveau des organisations et qui travaillent en proximité très proche avec la FNAP. Quand on a des choses à faire valoir au niveau national, et pour préserver en tout cas un cahier des charges qui défendent les intérêts de l'entreprise, et surtout des entreprises qui sont historiquement engagées dans le bio. On a parlé beaucoup, c'est clair ce matin, de prix, et que l'approche prix est une problématique par rapport à un marché qui s'ouvre, un marché européen, marché mondial, en termes d'achat, en termes de vente, et on voit que différents circuits de distribution existent spécifiquement en plus dans notre territoire national, et que nous, en tant que transformateurs, on est souvent pris entre la production et la commercialisation avec les circuits de grande distribution. Je crois que on nous en parlera. Je me sens plus proche du circuit spécialisé parce qu'historiquement j'ai démarré dans ce circuit-là, et que nos entreprises, en tout cas nos entreprises, on souhaite, et au niveau de l'association Biopartner, on en a parlé fortement ce matin avec la marque Biosolidaire qu'on a développée, c'est s'engager des partenariats avec des circuits spécialisés, c'est-à-dire des magasins bio qui historiquement existent depuis très longtemps, ont souhaité s'engager par des concepts philosophiques, et puis faire beaucoup de pédagogie aussi pour accompagner le consommateur dans un choix alimentaire qui pour moi me paraît très important. C'est aussi faire beaucoup de pédagogie et d'information pour le public et le consommateur. Et dans une entreprise, quand on dirige et manage une entreprise, on est toujours coincé entre la volonté de bien faire et de vouloir bien faire, et de s'engager sur des filières et d'être toujours à la tendance dans le bon prix. Et on a de temps en temps confronté à des problématiques. Et je l'ai par exemple pour la farine de châtaigne. On achète de la farine de châtaigne en Ardèche, bien entendu, mais on a une différence de prix quand on achète en Italie qui est de l'ordre de 20-25%. Des fois, ça se retrouve dans le prix de vente. Donc on est coincé sur des problématiques comme ça. Sur des filières, graines de lin ou graines de tournesol, on l'a évoqué ce matin, on a des problématiques d'offres sur le marché qui peuvent être de façon importante des différences sur le prix d'achat de nos matières premières, et sur lequel on fait des choix dans nos entreprises. Mais on est toujours confronté aussi à cette problématique de prix où on peut être en compétition. Quand on rentre dans des produits qui sont transformés, la matière première n'est pas prépondérante, mais quand c'est une matière qui est toute seule prise dans le rayon, c'est une problématique qu'on peut se trouver confronté, et donc il faut qu'on trouve des moyens de différencier et de les traiter de façon très claire pour le consommateur. C'est une notion de filière, et on identifie fortement la filière et l'engagement qu'il y a derrière l'entreprise et derrière le producteur. Parce qu'aujourd'hui, on parle de filière, c'est l'agriculture, parce que donc le transformateur aujourd'hui n'existe pas s'il n'y a pas au préalable des agriculteurs qui nous amènent de la matière première qu'on transforme, et derrière on a des consommateurs qui sont exigeants sur bien sûr connaître l'origine du produit, mais qui veulent payer le prix le moins cher possible. Donc il faut qu'on essaie de fonctionner dans cette adéquation qui n'est pas toujours évidente, et il faut c'est toujours une réflexion permanente dans notre entreprise. Dans nos entreprises de transformation, parce que je ne suis pas le seul transformateur ici, il y en a d'autres aujourd'hui aussi qui s'engagent, et ça c'est important, l'engagement, et s'engager sur la durée. Étienne Gandron, cette problématique, est-ce qu'il est possible d'en sortir par le haut, ou elle existe et on doit faire avec, et justement par moment, faire d'importation? Oui, la bio n'est pas à l'écart du modèle économique. Un certain nombre de gens appellent à changer ce modèle économique. Il y a quelques aspects qui ont d'ailleurs été évoqués très justement tout à l'heure sur la relocalisation. Je crois qu'effectivement c'est important, chacun doit s'engager, mais c'est vrai que dans le quotidien c'est pas évident. Hier on a visité une entreprise d'agroalimentaire de la Drôme qui nous a dit ne pas trouver les blés biscuitiers correspondant à sa demande, et c'est vrai que au niveau technique, produire
produire des biscuitiers bio, c'est assez complexe techniquement. Ça revient un peu aussi à ce que disait Rémi. On a encore pas mal de progrès à faire. Donc sur ces aspects techniques, aujourd'hui, on n'est pas prêt, quoi. Donc il faut recourir à des importations. Donc ce rapport, il est toujours là, et de toute façon, ça va être un petit peu long, mais je pense aussi que c'est aussi aux opérateurs de se battre. Hein. Moi, à la limite, le témoignage du biscuitier d'hier soir, c'était de dire bon, ben il n'y en a pas, on va en Italie, mais est-ce que lui, il a à son niveau été voir des opérateurs locaux, les opérateurs de la recherche, est-ce qu'il y a des variétés adaptées? Je crois que chacun à son niveau doit en permanence se poser des questions pour relocaliser tout ça. Enfin, moi, je suis producteur de céréales aussi. C'est vrai que j'ai toujours été très surpris de voir que les meuniers avec qui on travaille avaient une propension à aller assez facilement sur l'Italie, pour toutes les raisons qu'a évoqué Didier. Hein. Mais on est ce problème-là. On n'a aujourd'hui pas de biscuitiers, et pourtant on fait des volumes et des quantités importantes. Donc la recherche, encore une fois, la recherche variétale, les techniques, l'agronomie, bon, encore énormément de travail à faire, mais je pense que on voit un petit peu où il faut aller. Le blé dur, c'est pareil. Le blé dur aussi. Et la contractualisation. Parce qu'en fait, s'ils vont, oui, je sais que ce mot, oui, bien sûr, je savais que ça ferait réagir, mais on avait dit ce matin que la question du prix, c'était une question aussi d'engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit toujours les prix, ben, c'est le résultat, l'offre, la demande. La question, c'est comment est-ce qu'on construit socialement l'offre et la demande. Et la question de la recherche, oui, parce qu'il y a des aspects techniques, mais si aujourd'hui les transformateurs sont pas moteurs et n'ont pas d'écoute ou ne sont pas entendus pour construire des filières sur du long terme, c'est sûr qu'on ne va rien construire du tout. On va faire des coûts. Avec quelque chose qui a un effet là-dessus, c'est que quand on est sur une idée de contractualisation avec des engagements sur des prix, hein, des hauts, des bas, ça se fait dans plusieurs marques ou plusieurs filières, on est aussi sur une sécurisation du produit. On l'a vu dans différentes affaires. On a des gens qui vont chercher, par exemple, parce qu'ils ont envie de mettre X milliers de poulets ou poulettes ou pondeuses en route, parce qu'ils ont un marché en vue, hop, ils vont mettre ça en place chez les éleveurs, et ben, ils n'ont pas prévu, donc ils vont aller acheter des céréales là, la protéine on n'en trouve pas, on l'achète en Italie, et qu'est-ce qu'on ramène? On ramène des OGM, du glyphosate. Et donc ça veut dire qu'aussi, la sécurité de nos filières et la qualité des produits que les acheteurs auront au bout dépend de l'engagement de chaque acteur de la filière. Et ça, c'est très important, parce que c'est structurant, après, pour toute la relocalisation. Alors, chaque acteur de la filière, je me tourne vers Mathieu Becker, on va glisser tout doucement sur l'aspect distribution. Y a-t-il différents modèles de distribution en bio? Est-ce que la communication, finalement, au sein de la filière est bonne dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a plusieurs modèles de distribution en bio? Oui, rien que dans nos magasins. Dans nos magasins, il y a certaines enseignes, voire même au niveau local, certains magasins qui ont fait le choix d'avoir des rayons uniquement avec des produits bio. D'autres pour qui le choix c'est de mettre les produits bio au milieu des produits de la même gamme, et d'autres qui font les deux. Ça répond à des logiques économiques différentes. Celui qui fait un rayon bio, c'est parce qu'il sait qu'il va avoir des clients qui vont demander spécifiquement ces produits-là, qui vont aller dans ce rayon-là. Ceux qui mélangent au milieu qui placent les produits bio au milieu des produits conventionnels, c'est aussi pour essayer de chercher le consommateur qui n'est pas venu acheter un produit bio. Il est venu acheter un poulet, et face à l'offre de poulet qu'il a en face de lui, il va se dire finalement il n'y a pas de différence de prix telle que ça, ou aujourd'hui j'ai envie de me faire un petit peu plus plaisir, donc je vais prendre le poulet bio. Donc il y a des différents modèles de commercialisation. J'insiste pas sur le fait que nous on n'est pas des spécialisés, mais il y a aussi des magasins plus spécialisés qui sont un autre modèle. Je pense que tous ces modèles de commercialisation sont complémentaires. Et les échanges sont parfois compliqués, hein, on va pas se mentir, avec le monde du bio. On vous reproche souvent surtout la question des importations. Vous, votre base de départ, c'est l'idée du client, en fait, pour comprendre des choses. Le moteur chez nous, c'est de répondre à la demande du client. Et on a vu sur la question du bio qu'il y avait une très grosse augmentation de la consommation. La FCD, que je représente, a pris des engagements vis-à-vis du ministère de l'Environnement pour, pendant 5 ans, vendre tous les ans 15% de produits bio supplémentaires. Ça fait 4 ans, on a largement dépassé nos objectifs puisqu'on est à 19% en moyenne. Donc on sait qu'il y a une demande du consommateur. Maintenant, est-ce que
est-ce qu'en face de cette demande-là, on a un approvisionnement local qui est capable d'y répondre? Jusqu'ici, ça n'avait pas forcément été le cas. Les interactions qu'on peut avoir avec les opérateurs de la filière montrent que le rythme de conversion et toutes ces choses-là font qu'on a de plus en plus de produits à proposer. Au-delà de la contractualisation et toutes ces choses-là, il y a aussi une connaissance réciproque des acteurs entre eux et de l'offre qui va être disponible dans les années à venir. Parce que aujourd'hui, les circuits commerciaux chez nous peuvent être déjà installés. Si on ne dit pas aujourd'hui il y a de l'offre française, essayez de changer votre mode d'approvisionnement, on ne le saura pas. Donc il y a des vraies interactions à avoir entre tous les opérateurs de la filière pour favoriser cet approvisionnement plutôt au niveau local. Dominique Marion, on peut l'améliorer, la communication? Et deuxième question, est-ce que ce modèle également, parmi les modèles de distribution bio, a toute sa place? On peut toujours améliorer la communication. La dernière fois qu'on s'est rencontré avec les représentants de la FCD, c'était à la FCD, au moment où nous avions sorti, il y a 3 ans je pense, un communiqué de presse disant en gros, si la grande distribution ne modifie pas la manière dont elle travaille, notamment les rapports sociaux et j'ai envie de dire son engagement dans la société, il est possible qu'un jour elle disparaisse. Ça les avait choqués, et je comprends que ça les ait choqués, et ça avait été fait pour ça, bien sûr, on l'entend bien comme ça. Donc on s'était rencontrés avec le président de la FCD à l'époque, et puis un certain nombre d'adhérents, et chacun d'entre eux nous avait dit on est demandeur de produits bio français. Parce qu'en fait, le vrai problème des adhérents de la FCD aujourd'hui, des grands faiseurs, c'est qu'ils veulent de la bio parce que leurs acheteurs, comme ils disent, ils veulent du français. Ils ne le trouvent pas. Ils ne le trouvent pas, donc je pense que ce qui est toujours intéressant dans ce rapport, c'est de se trouver dans une situation où on a des outils pour dialoguer, quoi. Cette communication, il faut qu'elle se fasse. Il faut qu'elle se fasse sur une base qui n'est pas une base. Parce qu'on a dit aussi que le constat du travail qui avait été fait dans la concentration de la distribution dans les 30 dernières années, pour nous, n'était pas un constat positif. Aujourd'hui, on peut constater que l'effet de la concentration de la production et de la distribution sur l'agriculture est désastreux. Alors pas pour les actionnaires de la FCD, enfin quand ils savent gérer, puisqu'on a dit quelques-uns ne savent même plus gérer et ils ont perdu le sens, ils sont en train de se chercher. Donc on peut les aider à se trouver s'ils ont besoin. Mais à un moment donné, on est certainement dans un questionnement qui fait que on doit pouvoir aller plus loin, mais pas sur les bases qu'ils ont pratiquées jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on avait demandé des discussions qu'on va entamer, même si on en a parlé ensemble, mais sur un changement des rapports sociaux. Sinon, c'est pas la peine. Alors, Jacob, là, je vous oublie pas, mais la FCD a été légèrement interpellée. Donc, je vais vous donner quand même la parole. Qu'on ait besoin de plus se parler, c'est certain. Et il y a nécessité à avoir des échanges. Moi, j'insiste sur l'aspect des échanges économiques et sur l'aspect des échanges qui permettent de mettre en adéquation de l'offre et la demande. Pardon d'avoir un fonctionnement qui est celui-là, mais on a un fonctionnement qui est basé sur celui du marché, et ce qui fait un prix à un moment donné, c'est l'offre et de la demande. Si à un moment donné, les deux sont déconnectés, on a une flambée du prix ou un écroulement. Là où on a les deux à gagner, je pense, c'est à plus se parler pour que tout le monde soit en adéquation et qu'on ait un prix qui corresponde aux intérêts de chacun. C'est là où les échanges économiques peuvent être importants. Sur le reste, on n'a pas encore disparu, vous l'aurez remarqué, même si la consommation ne se portant pas forcément bien en ce moment, il y a quelques difficultés. Et en termes d'adaptation, on a montré par le passé et maintenant encore qu'on est capable de s'adapter. Donc je n'ai pas trop d'inquiétude sur le fait qu'on sera encore là demain pour commercialiser des produits bio. Et peut-être pour avoir un engagement social plus important, puisque à l'époque, on avait eu un grand groupe. On avait eu un grand groupe qui nous disait « Nous, on est prêt à mettre 150 millions d'euros sur la table, on en discute avec le ministre et on fait un fonds de développement de la bio, parce qu'on est pas sur la bio, parce qu'on est certain que notre responsabilité sociale à nous, c'est de vous aider, vous, à produire, parce qu'on a besoin de vous pour satisfaire nos acheteurs. » Nous, on avait dit banco, c'était le terme, banco, mais ça ne s'est pas fait. Donc on est toujours demandeur. L'enjeu, c'est l'enjeu de l'approvisionnement. C'est qu'on a des nécessités, mais ce qui rejoint l'enjeu de la contractualisation, enfin tout un tas de choses comme ça, on voit qu'il y a de la demande. La question qu'on pourrait se poser, c'est jusqu'où elle va aller, parce que je disais qu'on a largement dépassé nos objectifs, plus ça va, plus ça ralentit quand même. On est passé de plus de 20% à un petit peu plus de 15%, donc voilà. La croissance ralentit. C'est la vitesse de croissance. La vitesse de croissance ralentit. J'aime bien comme vous comprenez, c'est toujours agréable. Donc on pourrait se poser la question de faire un peu de prospective sur 4-5 ans où va être le marché de la bio.
les questions qui étaient posées tout à l'heure sont intéressantes. Quelle est la capacité du consommateur à payer sur les produits bio? Jusqu'où est-ce qu'il va accepter qu'il y a une différence? La communication peut être aussi de lui expliquer qu'il est normal qu'un produit bio coûte plus cher et de lui expliquer ce qu'il y a derrière. Parce que, c'est ce que disait M. Gagnon, à un moment donné, les consommateurs qui viennent chez nous, il est confronté à un panel d'offres. Des produits conventionnels, des produits bio, des produits label, demain des produits écolabellisés X ou Y. Il fera un choix en fonction des critères qu'il a toujours. Sa capacité à payer pour une qualité donnée. Donc, à un moment donné, si on lui vend rien, il achète que du prix, c'est ce que j'ai tendance à dire. Si on achète du bio, il est prêt à payer un petit peu plus cher, mais il met toujours une échelle. Si on lui propose du label, etc., il va aussi être prêt à payer un petit peu plus cher, mais il se crée une échelle. Qu'est-ce qu'il y a derrière le bio pour faire qu'est-ce qu'il y a derrière le cahier des charges bio et derrière les produits bio qu'il consomme, qui lui fait accepter de consommer plus et de payer un peu plus cher. C'est là un enjeu de la communication de la filière aussi. Jacques Kaplan, vous êtes très patient. Chouette, parce que je vais pouvoir jouer mon rôle de seul représentant qui n'est pas directement de la filière bio et de la profession, même si j'y ai longtemps été. Parce que moi j'ai envie de sortir de cette tournure-là du débat, parce que quand vous parlez de l'offre et de la demande, c'est justement quelque chose qui ne va pas de soi en agriculture. C'est pas par hasard si jusqu'au milieu des années 90, une grande partie des mouvements paysans à travers le monde, et encore une majorité aujourd'hui, mais ils ont été battus par la puissance des pays occidentaux, souhaitaient que l'agriculture ne fasse pas partie des échanges internationaux, parce que l'agriculture n'est pas un produit qui dépend de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, ne devrait pas être un produit qui dépend de l'offre et de la demande. Parce qu'aujourd'hui, les produits agricoles sont vendus, le prix mondial est un prix à perte. Si on imposait tous les pays à cesser toutes les aides directes et indirectes à l'agriculture et de payer au cours mondial, dans 10 ans, il n'y a plus d'agriculture. Parce que ça n'est rentable pour personne. Donc à un moment donné, il faut sortir l'agriculture de cette fausse logique de l'offre et de la demande, et il faut poser la vraie question. C'est que l'agriculture, elle a un coût de production, c'est une des rares activités humaines. C'est vraiment une des rares. Avoir un coût de production objectif et incompressible. Si le prix de rémunération est inférieur au coût de production, il y a un problème. Donc se pose vraiment la question ensuite de l'orientation par la société des choix agricoles. Et moi, c'est ce que je voulais dire, c'est ce qui me paraît vraiment important. Et vraiment, je salue le Conseil général de la Drôme pour le travail qui est mené, parce que je trouve que c'est peut-être un virage dans l'histoire du développement de la bio en France, pour lequel la Drôme est finalement pionnière. C'est que l'agriculture concerne toute la société, ne concerne pas que les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs. Et la société, elle est représentée, les citoyens, ils sont représentés pas seulement par leur choix de consommation, mais ils sont représentés par un certain nombre de choix de paysage, de choix d'organisation de l'espace, de choix de construction de filières, etc., qui dépendent des élus, dont notamment des conseils généraux, des conseils régionaux. Et je trouve très très intéressant que les conseils généraux, en l'occurrence, prennent cette question en main. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, écarter les autres. Les autres ont leur fonction. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure des étapes entre du conventionnel sans chimie, où on substitue, comme disait Rémi Fabre, et puis de la bio vraiment avancée, c'est évident que pour pouvoir accompagner les agriculteurs dans ces étapes, il faut des techniciens qui peuvent être en chambre d'agriculture ou ailleurs, et il faut surtout des agriculteurs bio, des GAB. C'est fondamental que les groupements d'agriculture biologique aient les moyens d'accompagner les paysans vers la bio, parce que les meilleurs connaisseurs de la bio, c'est pas les techniciens. Moi, j'ai été technicien bio. Non, les meilleurs connaisseurs de la bio, c'est les paysans, déjà en bio. Donc, c'est aux professionnels de la bio d'accompagner les nouveaux. Et puis, comme j'ai tressé les lauriers au Conseil général de la Drôme, je vais être un peu critique sur un point, c'est que, je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure et qui a été évoqué un petit peu là, c'est toute la dimension économique et sociale. La bio, c'est pas que de l'agronomie, même si j'aime beaucoup ça. Et dans la dimension économique et sociale, la bio a aussi des innovations à apporter. Et de ce point de vue, moi je suis très dubitatif devant le dispositif agri-local qui a été souvent cité là depuis ce matin. Alors, je peux comprendre que ce dispositif est intéressant dans le contexte particulier de la Drôme, dans une situation précise, qui est aujourd'hui. Si on a du mal à trouver les produits pour approvisionner les cantines, on met en place un dispositif. Les agriculteurs étant individualistes, on se débrouille pour trouver les produits avec ce dispositif. Pourquoi pas? Seulement, ce n'est pas un système, à mon avis, qui est généralisable partout, parce qu'il y a des endroits où les agriculteurs ne sont pas aussi individualistes. Et ensuite, c'est un système qui ne peut être que transitoire. Parce que sur le plan social, agri-local, ça fait quoi finalement? Ça met les agriculteurs en concurrence. On est dans une logique, là encore, de logique libérale
la loi du marché pure, où les agriculteurs sont mis en concurrence. Alors que ce que la bio a essayé de construire à des époques, et essaye de construire globalement, c'est bien de remettre de rénover finalement le modèle coopératif. Il est à bout de souffle dans l'agriculture conventionnelle aujourd'hui parce qu'il s'est peut-être un peu trop multinationalisé et spécialisé sur le plan agronomique, mais il a sa vocation, il a sa raison d'être en agriculture. Donc évitons de mettre les agriculteurs en concurrence immédiate les uns avec les autres, construisons des outils qui leur permettent de se coordonner, et les politiques publiques sont fondamentales pour orienter un choix d'agriculture, pas seulement en fonction du marché et non du PIB. Merci. Et Étienne Gondrin, vous voulez réagir à ce qui a été dit tout à l'heure. Je vais couper la parole à Jacques Kapla parce qu'il théorise bien et ça aurait pu prendre encore plus de temps. Non, moi je voulais juste revenir un petit peu en arrière parce que c'est sur notamment les indicateurs qu'on a évoqués tout à l'heure, notamment le représentant de la FCD nous disait qu'ils avaient ils avaient respecté les objectifs du Grenelle. Les objectifs de la convention qu'on a signée avec le ministère de Oui, qui était dans le cadre du Grenelle de façon globale. Et dans la bio, c'est le... On a signé la convention avant la loi, c'est... Oui, mais il y a des choses qui sont faites avant la loi Grenelle, hein, notamment le plan bio et tout. Donc tout était quand même lié. Et je voulais quand même, et c'est quand même aussi très préoccupant pour nous, c'est quand même le seul indicateur qui a été respecté. Je voulais quand même le souligner, donc je ne vais pas ouvrir le débat beaucoup plus loin là-dessus, mais ça pose quand même bien des soucis. Mais ce qui veut aussi dire, et à contrario de ce qu'a dit Jacques Kapla, c'est que le modèle de l'offre et la demande, il est quand même existant, même si je ne suis pas en désaccord de façon globale. Mais comment ça fonctionne aujourd'hui, c'est quand même comme ça. Et c'est quand même assez préoccupant de voir qu'on avait un plan de développement ambitieux, peut-être un peu trop ambitieux, pensent certains, ce qui fait qu'on n'a pas respecté ni le pourcentage de la SAU, et je ne vais même pas vous reciter le pourcentage de la restauration collective publique, le décalage entre les 20% et la réalisation finale, je ne vais même pas le dire parce qu'on a honte. Oui, mais enfin, de 3 à 20%. Bah oui. Non, mais c'est quand même la restauration collective publique. Donc, si on veut stabiliser des filières, si on veut accompagner un développement, effectivement, il y a la contractualisation, mais c'est aussi une forme de contractualisation entre les collectivités publiques et la restauration. Et ça cale les filières, ça cale le développement. Et ça, c'est quand même très préoccupant qu'on soit aussi loin en termes de... Pour revenir sur la question des modèles, et après je vous donne la parole, avec la grande distribution, vous m'indiquiez que la contractualisation, il y a un problème de durée aussi. C'était 6 mois, 1 an maximum. Alors, c'est le problème sur ce modèle-là. Je ne voulais pas développer parce que je trouve que Dominique Marion parle beaucoup mieux de la contractualisation que moi, quand il en parle. Rarement, donc c'est quand même des moments très... Vous êtes des privilégiés ici, hein, je pense que c'est pratiquement un scoop. Heureusement. Mais effectivement, c'est quand même un problème. C'est qu'aujourd'hui, la contractualisation, qui est aussi un outil essentiel, notamment en filière longue, effectivement, tout ce qui est vente directe, c'est déjà une certaine forme de contrat avec des consommateurs au local. Donc c'est très très bien. Enfin, c'est le meilleur fonctionnement à la limite. Bon, il y a 80% des gens qui habitent en agglomération au niveau français. Hein. Il y a plus de 20% sur les territoires dits ruraux. Donc ça veut dire qu'il faut aussi dépasser ce dispositif pour aller sur des filières plus longues. Et effectivement, aujourd'hui, c'est essentiellement entre la production, l'agroalimentaire et les intermédiaires que se fait la contractualisation. La grande distribution ne s'engage pas ou s'engage très très peu sur la contractualisation. Et c'est le problème majeur de la contractualisation, en fait. Tant qu'un seul ou deux maillons d'une filière s'engagent et que les autres ne veulent pas s'engager, ça peut pas fonctionner. Donc c'est quand même une de nos grandes difficultés. Ce que je voulais confirmer tout à fait, c'est que notre problème, on discute beaucoup avec le monde de la production, mais que derrière la contractualisation, même en circuit spécialisé, où on leur demande un engagement, alors sur l'aspect philosophique, sur l'aspect engagement oral, on en a des multitudes, mais après quand on contractualise et qu'on dit voilà, vous engagez, vous êtes pré-signé pour 3 ans, ils sont capables de voir les statistiques, les quantités vendues, etc. Ils ont tous les moyens de pouvoir s'engager sur des volumes et des quantités et des prix. Là on voit plus grand monde, c'est clair, ça c'est tout à fait d'accord avec... Et là je vous bien d'accord entre la FNSEA et la FNAP, ce qui est assez rare aussi à souligner, dans la production aussi agricole, la défense des intérêts à l'agriculture, je suis très fier que la FNSEA défende aussi bien l'agriculture biologique. Voilà, ça c'était dit. Voilà. Donc sur la question des modèles, pour vous, la distribution spécialisée se rapproche dans la façon dont elle aborde le bio de la grande distribution.
Dans les techniques d'achat aujourd'hui, il y a de plus en plus, notre circuit a complètement changé ces 3 dernières années, puisqu'on voit apparaître de plus en plus de chaînes et de réseaux qui se structurent et qui s'organisent, privés ou souvent coopératifs, mais la technique d'achat se rapproche toujours avec un acheteur qui est là pour, je dirais, faire pression sur nos entreprises pour essayer d'acheter au meilleur prix et voire moins cher. Et même pourtant, je dirais même une structure comme Biocop qui est là pour défendre des filières françaises, c'est pas toujours le cas dans les dispositions des achats qui est fait donner comme consigne aux acheteurs, et que le problème du prix est trop souvent le seul problème de discussion, et qu'on a plein d'autres critères à discuter, c'est assez clair et évident, à faire valoir. Je crois qu'on a tous intérêt à défendre dans les filières des notions de production française, de territoire, on l'a évoqué largement, parce que l'agriculture biologique, largement été évoqué cet après-midi sur des savoir-faire et des territoires et des conservations de qualité. Je crois que c'est pour le bien-être et le confort de tous. Sur une qualité d'alimentation, ça m'hésite beaucoup, parce que pour moi c'est très important aussi sur l'avenir de nos enfants, puisque donc, on l'a évoqué tout à l'heure, aussi le Conseil général s'engage auprès de ses collèges pour essayer de diffuser une bonne qualité d'alimentation. C'est de voir dans la durée comment on va pouvoir s'inscrire dans ces problématiques-là, parce que j'ai bien dit que les masses et les volumes et les quantités viennent par les acteurs de la distribution qui sont le dernier maillon qui est en contact avec le consommateur. Donc pour moi c'est un phénomène très important, et que la communication aussi telle qu'elle est faite au travers d'agences bio et telle que la communication que vous pouvez avoir dans les médias, c'est important de sensibiliser le consommateur, de savoir quel produit il achète, où il l'achète, et c'est un acte responsable quand on achète un produit pour sa famille, pour soi, pour son confort, son bien-être, mais c'est important de voir avec quel partenaire on va travailler demain. Parce que la configuration de notre paysage a changé, les gens entendant les entrepreneurs de transformation, et le paysage de la distribution en circuit spécialisé est en train de fortement évoluer aussi. La grande distribution, toutes les grandes enseignes sont connues, et des prises de position qui sont claires d'ailleurs sur des engagements à la fois sur des EGM ou sur des engagements de développement de certaines filières, sur certaines marques, je ne vais pas citer là, je ne sais pas pour faire la communication, mais qui ont permis des filières aussi d'asseoir une certaine pérennité. Donc je crois qu'on a besoin de tout le monde en tout cas. Pour moi, je ne souhaite pas des oppositions, je suis quelqu'un qui est consensus et qui peut essayer de travailler dans le futur et demain, de besoin de tout le monde, de tous les acteurs qui soient économiques, de la distribution, de la transformation et du monde agricole, pour qu'on se retrouve et parler de prix, de transparence, je l'ai évoqué ce matin. Il ne faut plus faire de tabou sur la notion de prix, de revient agricole, parce que ça démarre par là. Et dans la transformation, on a une entreprise qui est mal gérée, elle ne pérennise pas, elle n'est pas une entreprise durable. Donc il faut s'inscrire dans la durée économique, tout en préservant chaque lien, et l'impact social est très important, parce qu'on va dire que dans le bio, on peut l'affirmer aujourd'hui, sur la production et la transformation est un employeur, et c'est celui qui a le plus créé d'emplois ces dernières années, dans le domaine de l'agroalimentaire. Ça, j'insiste là-dessus parce que c'est une dernière étude qui a été faite par l'agence bio, qui nous a été relatée dernièrement. C'est que le monde agricole bio crée plus d'emplois que le monde agricole conventionnel. Et dans la transformation, pareil, on a beaucoup de PME et de petites entreprises au détriment de l'agroalimentaire, qui aujourd'hui sont des gros groupes agro-industriels. Et que dans l'univers de la transformation, vous voyez beaucoup de PME, beaucoup sur des territoires d'ailleurs parsemés à travers la nature, que ce soit dans la Drôme, l'Ardèche, dans toute la région Rhône-Alpes. Et ça, c'est un tissu important économique aussi pour le social. Un dernier mot donc, sur cette question de différents modèles de distribution. Les circuits courts, on les a évoqués ce matin. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des régions où finalement les choses commencent à bien se passer, où il y a une certaine maturité? Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire? Tiens, Candron, par exemple. De toute manière, les circuits courts se développent partout. Au niveau français, que ce soit en bio ou en conventionnel, c'est vraiment ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de relocalisation de l'économie. On est sur une tendance quand même lourde, avec des magasins de producteurs qui s'installent dans les villes. Enfin, il y a énormément de démarches, ça foisonne de démarches, et c'est très, très intéressant. Bon, après, c'est vrai que les éléments de Philippe Fleury là, sur les analyses de cycle de vie, en équivalence carbone, c'est un peu plus compliqué. Hein. C'est sûr que quand on promène une cagette de 8 kg sur 50 km, bon. Mais c'est des éléments qu'on va prendre en compte aussi, parce que on a quand même la problématique, je reviens un peu là-dessus, sur le foisonnement des signes de qualité et des démarches environnementales. Et c'est vrai que, notamment sur tout ce qui est affichage environnemental, qui a priori ne saurait tarder dans notre beau pays, j'ai pas l'impression que les consommateurs vont s'y retrouver. Ça va devenir invraisemblable. Alors par contre, pour faire le lien avec cette problématique de circuit court, c'est vrai que dans un certain nombre de cas, je pense que l'affichage environnemental, mais c'est parce que les indicateurs qui sont pris ne prennent
prendront pas en compte les aspects sociaux qu'on a évoqués au cours de la journée, ne prendront en compte que des équivalents carbone, le kilomètre parcouru et autres. Et c'est sûr que sur des filières plus artisanales, le bio va se retrouver peut-être mal placé, et ça serait quand même assez difficile à vivre pour nous qui quand même faisons la promotion d'un modèle d'agriculture biologique qui est peut-être pas amené à convaincre 100% des agriculteurs, mais à quand même, sans être un prototype, mais être une certaine locomotive sur un certain nombre de sujets environnementaux, territoriaux, sociaux, de se retrouver en face d'un affichage qui soit défavorable à la bio. J'ai un peu dérivé sur la question, mais c'est quand même une préoccupation du moment, puisque le ministère de l'écologie s'est engagé sur cet affichage environnemental. Ils avancent très très vite là-dessus, et j'ai l'impression que ça va être aussi très délicat parce qu'il n'y aura aussi pas d'harmonisation entre les différents pays, et on va se retrouver devant un truc d'une complexité totale, et je vois bien que les consommateurs vont être une fois de plus perdus. Donc on a un travail quand même de simplification à faire. Un dernier mot, Dominique? Oui, sur la notion de circuit court, dans la définition, je crois qu'il faut faire très attention, parce que la notion de circuit court, c'est un intermédiaire entre le producteur et, on va dire, l'acheteur ou le transformateur final, si j'ai bien compris. Et donc, je crois que là, faut assez faire attention. On rappelle que l'agriculture biologique s'est développée sur la base de la vente directe, puisque, au départ, des producteurs se sont mis à produire sans filière organisée, puis etc., etc. Vous connaissez l'histoire, mais on la racontera une autre fois. Aujourd'hui, c'est encore 14 à 16% de vente directe dans la totalité. Mais sur la définition des circuits courts, lorsqu'on dit un seul intermédiaire, je vous donne un exemple, on reçoit une délégation chinoise à la FNAP qui vient s'inquiéter de ce qu'on fait, comment on pourrait faire, etc. Et le représentant nous dit « nous sommes 100 millions de paysans chinois, nous sommes un groupe d'agriculteurs, 100 millions de paysans chinois. » Non, mais c'est la réalité. Et on veut discuter avec un acheteur. On est en vente directe. On est en circuit court, pardon, on n'est pas en vente directe. On est en circuit court, c'est-à-dire un groupe d'agriculteurs s'organise pour avoir un intermédiaire qui serait par exemple le groupement de tel ou tel GMS, on sera en circuit court. Bon, alors on va dire non, mais tant mieux qu'on dise non. Mais attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est bien dans une notion qu'on a mis en avant, et la Drôme le met en avant, c'est très bien, c'est la notion de territoire. C'est-à-dire qu'on est dans un circuit court sur un territoire. Et ça, c'est essentiel. Sinon, si on se limite juste à une définition, j'ai envie de dire, théorique de l'acte de commerce, ça ne peut pas passer. Peut-être pour préciser ce que vient de dire Dominique Marion, c'est bien faire la distinction entre circuit court et circuit de proximité. C'est-à-dire court, c'est la longueur de la filière en termes d'intermédiaire, ça peut être très loin en termes géographiques, alors que de proximité, c'est la longueur à l'échelle du territoire. L'idéal, évidemment, c'est les deux. Juste un mot sur ce point-là, parce que la définition de Dominique Marion est exacte, mais l'exemple qu'il a pris est un peu caricatural. Si je disais non tout à l'heure, c'est parce que, en gros, ça ne peut pas passer par la centrale. Il peut y avoir des circuits courts qui passent par un approvisionnement direct du magasin auprès de ses producteurs. Et là, on n'est pas sur des milliers de kilomètres, mais sur plutôt l'échelle du département. Donc on est bien sur une relocalisation. Là, effectivement, nous, on s'inscrit dans cette logique de circuit court. Alors, court de proximité, je pense que les deux se mélangent aussi dans la tête du consommateur, mais on voit chez nous aussi, poussé par la demande du consommateur, de plus en plus de liens directs entre le chef de rayon ou le magasin et ses fournisseurs locaux. C'est plus facile sur certains produits, comme les légumes avec les ceintures maraîchères, que sur d'autres où il n'y a pas forcément de production au niveau local, mais c'est quelque chose qui se développe, y compris chez nous. Pour terminer cette controverse, quelques mots encore, notamment Étienne Gangron. Je vais vous laisser la parole, juste j'en profite, je pose ma question, et puis comme ça après vous pouvez enchaîner. C'était sur l'action politique pour aller un petit peu de façon plus large, sur la thématique. Voilà, on se comprend, c'est bien. Sur la thématique de la journée qui était un petit peu de façon plus large, en quoi l'agriculture biologique peut influer sur les territoires au niveau économique notamment. Vous avez évoqué la question de la restauration collective. De quel levier est-ce qu'on dispose pour améliorer les choses? Les chiffres sont bas, vous l'avez dit, 2-3% sur les... On est bien loin des objectifs. Est-ce qu'il y a un type d'approvisionnement qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il faut aller vers le local très local? Est-ce qu'il faut s'en référer à des structures plus organisées? Quel est votre regard? Alors oui, j'ai un regard sur ce sujet-là, et ce qui est intéressant, c'est de l'avoir ici, dans la Drôme, parce que justement, je pense que le modèle mis en œuvre dans la Drôme est le très bon exemple. C'est-à-dire qu'il faut prendre le dossier dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas promulguer un arrêté disant la restauration collective publique doit faire 20% à terme, parce que ça,
Je suis désolé, mais c'est de la connerie, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que les collectivités territoriales, notamment quand elles ont les compétences pour les conseils régionaux, les lycées, pour les départementaux, les collèges, elles puissent prendre l'ensemble de la filière. Et je trouve que l'école de formation, les cuisiniers, enfin, toutes les démarches que vous avez mises en œuvre, c'est comme ça qu'on fonctionne, parce qu'on ne change pas de modalité de restauration en claquant des doigts. Il faut changer parfois du matériel de cuisine, il faut aller sur des cuissons lentes, il faut former les cuisiniers. C'est vrai que de passer à cuisiner des légumes frais alors qu'on a fait pendant 20 ans ouvrir des paquets congelés, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, et moi je pense que l'initiative, elle doit venir des territoires, elle doit venir des collectivités qui ont ces compétences. Et après, il y a un autre sujet qui est quand même la professionnalisation. J'en parlais un peu par rapport au circuit plus court, par rapport aux analyses de cycle de vie. C'est vrai que là aussi, il y a besoin d'une professionnalisation et d'une logistique qui soit imparable. Parce que je rappelle quand même que pratiquement, il y a un seul type de produit où, je dirais, le panier de la ménagère, c'est quand même un des seuls dispositifs qui continue à baisser par rapport à l'ensemble du panier global, c'est l'alimentation. Il faut quand même le savoir, parce que tout le monde parle d'amélioration de la qualité, de la santé, sauf qu'on est à 14, et je crois qu'en Grande-Bretagne, ils sont à 12. Donc on a cessé de décroître, que la part d'alimentation soit la plus faible possible, alors que, bon, je ne vais pas citer l'exemple, il y a un certain nombre de ménages ne se posent aucune question pour acheter un 3e iPhone dans la maison ou un 3e iPad. Donc on a quand même une vraie problématique à ce niveau-là. Donc il faut avoir les bons leviers, parce que de façon inexorable, il y a quand même une tendance à toujours tirer sur des postes où il y a une variable d'ajustement, alors qu'a priori, dans notre esprit, ou dans l'esprit d'un bon nombre de citoyens consommateurs, on ne peut pas bouger sur les autres postes. Et donc, si on fait le lien avec la restauration collective, c'est un travail de professionnalisation, une montée en puissance, et puis vraiment donner aux collectivités territoriales la place qu'elles ont et aller encore plus loin. Et là, puisque j'ai la parole et sur l'aspect politique, je trouve qu'en plus la dynamique initiée qui se rapproche vraiment d'un territoire donné, sur BioVallée, c'est vraiment quelque chose qui nous fait envie à nous à reproduire dans tous nos territoires, parce que c'est vraiment une bonne démarche, parce que là on est sur une démarche transversale. Alors je ne vais pas refaire toutes les présentations qui ont été très intéressantes à ce sujet, mais c'est vrai qu'on allie l'ensemble des facteurs de développement d'un territoire, et l'axe agriculture biologique est quand même un axe très intéressant, et je pense que c'est vraiment une piste à suivre. Il y a certaines initiatives qui sont peut-être à des territoires moins grands, mais des initiatives de village. Il y a notamment des initiatives en Alsace sur la viticulture bio, où l'objectif à terme, c'est que l'ensemble des producteurs du village soient en bio. C'est aussi des dynamiques qui peuvent être portées par l'ensemble de la population, par les élus, et ça c'est vraiment très fort, parce que là je pense que c'est comme ça qu'on avance, parce que de toute façon, si tout le monde avance dans ces dispositifs-là, le social viendra de façon inéluctable avec. Donc on a tous les paramètres qui avancent au même niveau, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Dominique Merlin, un mot pour élargir également sur cette question du choix politique, des modèles, du développement économique des territoires. Moi je pense qu'on a eu un jugement lapidaire de l'action de Michel Barnier et Bruno Le Maire, sur l'agriculture biologique. On sera d'accord, sauf que fixer des objectifs, c'est la responsabilité des politiques. C'était la responsabilité, dans le cadre du Grenelle, dans une démarche élargie, mais qu'on n'a pas mis les moyens. Fixer l'objectif, c'est pas un problème. Quand on donne les moyens derrière, quand on donne les lettres de cadrage au service, quand on donne le sens, quand on dit au ministère de l'Agriculture ou à l'Environnement, tiens, en fait, on a dit ça, mais pour une fois, c'est pas de la com. Vous allez être obligé de. Et je pense que tu as raison de dire que ce qui se passe ici, c'est qu'on s'est donné des objectifs, alors qu'ils ne sont pas des objectifs chiffrés, en disant on va courir pour atteindre tel but, mais des objectifs d'évolution du territoire, d'évolution de l'ensemble de la société, à travers le développement de l'agriculture biologique. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Mais sur ces objectifs, moi je ne vois pas pourquoi on dit aujourd'hui que ce n'est pas atteignable. Il suffit de prendre les bonnes mesures. Vous avez parlé, c'est votre rôle, des agences de l'eau. Mais qu'ont fait les agences de l'eau dans le 9e programme? Je veux dire, ce qu'on a vu là, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. C'est rien du tout par rapport au budget des agences de l'eau. C'est rien du tout. D'autant plus qu'à côté étaient dépensées des sommes énormes
pour des mesures qui n'avaient, et des actions auprès d'agriculteurs conventionnels qui n'avaient aucune efficacité. Aucune. Aujourd'hui, c'est prouvé. Le travail qui a été fait par Pierre Hensen et M. Guillem sur l'action qui suit l'arrêt de l'utilisation sur des champs captants des produits phytosanitaires, c'est probant aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des études scientifiques qui nous disent que quand on n'utilise plus de produits phytosanitaires sur un champ captant, eh bien ça s'arrête. On ne le retrouve plus à terre, on ne le retrouve plus dans l'eau. Donc moi je pense que les engagements de Delphine Batho sur la place de l'agriculture biologique dans le 10e programme sont clairs. Il y a une lettre de cadrage qui vous a été envoyée aux agences de l'eau. Il y a quelque chose qui a été fait. Et ne me dites pas que dans 30 ans, on pourra contractualiser pour installer des jeunes prioritairement, etc. Non, non, je dis c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous, professionnels, avec les agences de l'eau, nous devons dire, sur les champs captants, 509 captages prioritaires, puis 2000, puis 30 000, on arrête d'utiliser les produits phytosanitaires. Parce que aujourd'hui, c'est ça qui coûte cher à la collectivité. Et puis après, les agriculteurs, ils choisissent. J'ai bien dit, et je le reprécise, Étienne, j'ai pas dit qu'on est obligé à faire de la bio. On dit on arrête parce que cette pratique n'est plus compatible avec le bien commun, avec la défense du bien commun et les moyens que la société met là-dedans. Donc ça, c'est des choses, c'est des décisions politiques. Tout comme aujourd'hui on dit l'agriculture biologique amène tout un tas, et j'ai bien aimé l'intervention concernant le transfert, et on est conscient qu'on amène plein de choses à l'agriculture conventionnelle. La seule chose qui n'est pas transférée aujourd'hui, c'est le pouvoir et les moyens. C'est-à-dire qu'en gros, on va amener encore plein de choses à l'agriculture conventionnelle, mais continuer sans moyens et continuer sans place. Aujourd'hui, on ne change pas, parce que les équilibres sont trouvés. Allez essayer de discuter avec les services. Le ministre est toujours d'accord, bien de toute façon. Il n'y a pas de problème, le ministre il dit oui, on est d'accord, il faut que vous preniez votre place. Allez discuter avec les services sur les cases d'art, qui sont des fonds professionnels. Ah non, il y a un équilibre, on ne peut pas y toucher. Allez discuter avec les interprofessions sur quand on paye les cotisations volontaires obligatoires. Allez discuter, il n'y a rien. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire que cette évolution des territoires, elle ne se refera pas avec une reproduction globale, et je ne parle pas de la PAC. On a dit ce matin, je l'ai dit dans le groupe, que l'objectif du ministre Le Foll, ça va être de négocier jusqu'en 2020 le maintien des DBU historiques, référencement historique. Et quand on se pose la question pourquoi en 1990 l'Allemagne s'est développée et pas la France, c'est parce qu'à un moment donné, la profession agricole en 1990 a refusé de développer la bio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des choix qui sont faits, et que si ces choix ne sont pas accompagnés de décisions politiques tenues, avec une responsabilité à différents niveaux, eh bien ça ne bouge pas. Merci. Donc le territoire il ne bougera que si les décisions politiques sont prises et transmettent qu'elles soient à l'ensemble des échelons avec un sens. Sinon, c'est pas la peine. Merci Dominique Marion. Un autre parole, vous voulez enchaîner, et je vous demande également, ce sera votre conclusion à vous, la question ici des modèles, est-ce que les consommateurs ont fait leur choix et est-ce que les différents modèles... Je vais vous proposer une chose, c'est qu'Étienne Gagneron devienne président de la FNSEA. Ça changera des choses parce qu'on sait qu'en France, malheureusement, le président de la FNSEA, c'est le deuxième ministre de l'Agriculture. Et que malheureusement, pour faire évoluer dans notre territoire, c'est l'agrochimie qui mène les décisions politiques, tu sais très bien. Et qu'il n'y a qu'une chose qui peut changer, ça peut changer aujourd'hui par la consommation et par le travail qu'on va faire nous, l'ensemble de la filière. Et aujourd'hui, je dirais que c'est pas difficile des objectifs à 3, à 20, à la limite on s'en moque, il y a 97% de la population aujourd'hui qui ne mange pas bio. Donc il faut avoir une ambition beaucoup plus large. On n'a pas d'année à fixer, mais je crois que l'évolution de nos secteurs, qui soient dans la distribution, la transformation et la production agricole, c'est une réforme de société globale qui doit être beaucoup plus large que ça s'arrêter à des problèmes politiques. On sait très bien que l'homme politique, il passe, il change. On aura un autre dans 5 ans, on aura peut-être un autre dans 3 mois de ministre. On sait pas, c'est pas le ministre qui fait la consommation dans le linéaire, dans les magasins, dans les différents rayons qui sont en circuit spécialisé ou qui soient dans la grande distribution ou même dans la RHD. C'est l'histoire d'hommes et de femmes et de choix de société. Et c'est le consommateur, c'est la consommation, c'est la communication, c'est l'évolution qu'on doit donner dans un message qui doit être clair. C'est aujourd'hui la responsabilité qu'on a de citoyens sur les problématiques de santé. Et qu'est-ce qu'on veut faire de notre société, de notre monde de demain? Est-ce que c'est l'agrochimie, on le sait très bien, qui mène la communication, qui mène nos ministres par le bout du nez aujourd'hui? Parce que malheureusement, on le voit bien avec la problématique qui a intervenu sur les études sur les OGM. Aujourd'hui, on va critiquer la personne qui met au grand jour, au grand public, la problématique qu'il existe aujourd'hui dans notre société, que le problème aujourd'hui c'est la biodiversité des graines de semences de demain, c'est l'enjeu économique sur les produits phytosanitaires et agrochimiques, parce que là il y a beaucoup d'argent à gagner, mais autrement c'est l'économie qui mène tout ça, donc je crois qu'il ne faut pas se voiler la face.
Et comment on peut faire un changer? Mais si je crois que chacun à nos niveaux, je crois qu'on l'a fait pendant des années, tous les uns les autres, qu'on continue ce message et qu'il faut se battre contre des personnes qu'on ne voit pas, qui sont des invisibles tentaculaires et qui sont les décideurs économiques. C'est pas les hommes politiques, pour moi c'est des marionnettes. C'est pas eux qui décident le monde économique de demain. C'est l'ensemble des intervenants. Le monde politique peut être associé à cette blessure, à cette évolution. Mais aujourd'hui, on sait très bien que le ministre de l'Agriculture, on sait exactement son discours. Je crois qu'on ne va pas perdre de temps plus que ça avec ces décisions. C'est qu'on a à travailler au quotidien pour essayer de faire évoluer les choses, peut-être au niveau de la communauté européenne, peut-être au niveau des discours tels des échanges qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est le monde économique, c'est le consommateur. Et en ça, j'en dérogerai pas, qui fera évoluer notre société de demain. Et je crois qu'on doit lui donner des messages forts, de la responsabilité dans l'acte d'achat au quotidien qu'il est fait. Et c'est comme ça que les choses changeront dans notre pays. Et pas notre pays, c'est la planète. On ne parle pas de la France, parce qu'aujourd'hui, on parle de la France sur notre territoire, mais je crois qu'il faut qu'on élargisse beaucoup plus large. Et dans les échanges qu'on a avec d'autres pays qui avancent sur des territoires qui sont d'exemple en Europe, qui peut être l'Autriche, le Danemark ou d'autres pays, où il y a beaucoup plus de consommation de produits bio, c'est un débat beaucoup plus large de société, et c'est tout un ensemble de réformes de société qu'on doit mener demain, et je crois que ça se mènera avec l'ensemble des acteurs économiques et politiques, c'est clair, mais voilà, il ne faut pas être dupe aujourd'hui qui mène notre fonctionnement de notre système économique d'aujourd'hui. Merci. Deux derniers mots de conclusion, donc Mathieu Becker, puis Jacques Capla, et nous terminons. En fait, ça me va très bien de conclure sur il faut qu'on fasse la promotion de la consommation des produits bio, parce que c'est aussi notre objectif. Ah bah ça y est, on est sauvés. On est sauvés, déjà la bio fait. Promouvoir la consommation en général, la consommation de produits bio en particulier, ça nous convient bien aussi. C'est un secteur qui est en croissance aujourd'hui, dans une conjoncture difficile, donc il faut continuer à le faire. Ça se fera si on réussit à travailler bien ensemble, donc ça se fera si on arrive à réfléchir ensemble sur quel est le meilleur équilibre offre-demande. Pardon d'y revenir, mais je pense que c'est quand même fondamental. Ça se fera si on explique aux consommateurs ce qu'il y a derrière le bio. Et je pense pas qu'il faille aller dénigrer ce qui se passe à côté, je pense qu'il faut expliquer en quoi c'est mieux et en quoi il doit avoir tendance à aller vers les produits bio et à les acheter un tout petit peu plus cher. En gros, on a beaucoup de travail à faire pour que le consommateur ait envie d'acheter ces produits-là. Et je pense que nous avons notre part de responsabilité aussi à jouer dans ce domaine. Merci. Jacques Caplan, dernier mot. Alors, je ne vais pas contredire ce qui a été dit sur le côté mondial, puisque si je parle moi-même beaucoup de la question de nourrir l'humanité, c'est pas par hasard. Je ne vais pas non plus revenir sur la question de la consommation, c'est un outil d'action, je suis d'accord, pas forcément pour consommer plus, mais pour consommer autrement. Mais bien sûr, je ne vais pas dire le contraire, je suis administrateur d'une association de mobilisation citoyenne, mais moi je n'ai pas envie d'opposer tout ça, et je n'ai pas envie de les opposer à l'action politique. Je crois vraiment à la multiplicité des leviers, et bien sûr il faut que la société se mobilise globalement en tant que société civile, parce que quand la société se mobilise, les pouvoirs politiques peuvent changer. Pensez aux OGM, un gouvernement UMP favorable aux OGM a pourtant interdit la culture d'OGM en France il y a quelques années. Donc quand la société civile se mobilise, et pas forcément par des manifestations, ça peut donner des résultats. Et à ce titre, moi j'ai pas envie justement d'opposer la question de l'action politique, par contre c'est évident qu'il y a des carences dans l'action politique. Et c'est pour ça que je trouve très important l'action qui est menée dans la Drôme, parce que j'espère que ça va ouvrir la porte à d'autres actions dans d'autres départements et que ça va mettre la pression sur les autres décideurs politiques, notamment le ministre, pour leur dire « vous ne faites pas votre boulot, la Drôme fait son boulot, c'est déjà ça ». Et parce que moi je crois au rôle d'orientation de la politique. C'est pas un suivi passif de la loi du marché. La politique est là pour orienter les choix publics. Et l'orientation, ça veut dire, et là je rejoins Dominique Marion, sur la question des moyens. Tout le monde sait bien que pour développer une filière native, c'est-à-dire une filière en émergence, le principe de base, c'est de mettre les moyens correspondant à l'objectif qu'on lui donne. L'orientation des politiques publiques, ça veut dire que si on veut 20% de bio en 2020, ce que tous les partis politiques ont dit qu'ils voulaient, eh bien il faut mettre 20% des moyens. C'est-à-dire 20% des moyens de développement, d'accompagnement, etc., et de recherche, etc. Donc voilà, il faut mettre les moyens. Alors après, eh bien, derrière, il faut décliner effectivement sur un certain nombre d'objectifs qui relèvent de la décision politique. Par exemple, le soutien de la bio aux personnes à faible revenu. Je crois savoir que la Drôme est intéressée par cette question, bravo. La question de la protection de l'eau et de la biodiversité, qui nous concerne tous. La question du foncier, sur lequel on peut agir aussi au niveau local. Encourager les démarches collectives, donc je réinsiste là-dessus. Et puis surtout, décloisonner entre les paysans bio et les paysans non bio, parce que les bio de demain sont les conventionnels d'aujourd'hui, donc il n'y a pas d'opposition entre les deux. Donc il faut décloisonner ces deux mondes. Et décloisonner entre paysans et société. Parce que développer la bio, c'est aussi réconcilier l'agriculture avec la société, et je crois qu'on a tous à y gagner. Merci à tous les cinq pour cet échange très riche. La salle a enfin la parole dans quelques minutes.